bienvenue dans Mahogany. C'est le 10e numéro de ce magazine consacré au bien vieillir à la Martinique. Ravi de vous retrouver après une petite semaine de vacances bien méritée. Nous abordons aujourd'hui le thème des métiers liés au vieillissement de la population. Alors nous avons pu, au cours des différents numéros de Mahogany que vous avez pu voir, qui ont été diffusés sur l'antenne de Zouk TV, que sont apparus un certain nombre de métiers nés de l'utilité sociale et des conséquences du vieillissement pour la population martiniquaise. Donc nous allons voir aujourd'hui avec nos invités quels sont ces métiers et nous allons tout particulièrement nous arrêter sur la nécessité d'une part d'organiser les différentes initiatives qui sont prises dans ce domaine, mais également de professionnaliser l'assistance aux personnes âgées. Donc pour nous entretenir de ce sujet, nous avons sur le plateau deux invités. Monsieur Patrick Pluton, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le délégué régional Antilles de la Fédération des services de proximité, hein, la FEDESAP. Donc nous allons nous entretenir avec vous de tout ce qui a rapport au métier de service aux personnes ou au métier au service de proximité. Nous allons définir des termes dans le courant de notre entretien. Et notre second invité est Monsieur Franz Rémy. Bonjour Monsieur Rémy. Oui, bonjour. Qui est donc le directeur de l'Âme d'Or, dont je pense vous avez tous entendu parler à un titre ou à un autre. Monsieur Rémy qui est accompagné de Madame Kneur, ancienne directrice adjointe de l'Âme d'Or et désormais formatrice en gérontologie. Nous l'attendons, elle devrait arriver en cours d'émission. Donc nous allons nous consacrer aujourd'hui, vous l'avez sans doute compris, à tout ce qui concerne les aidants familiaux et surtout professionnels. Monsieur Pluton, donc nous revenons à vous pour parler des emplois liés au service à la personne et notamment aux personnes âgées. Donc est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez tout d'abord nous expliquer un peu ce qu'est la FEDESAP? FEDESAP, tout à fait. Donc, la FEDESAP, c'est la Fédération française des services à la personne, services de proximité, donc qui est une organisation qui regroupe donc des entreprises des services à la personne, principalement, avec pour axe une structuration, une vision un peu fédérée justement de l'activité entrepreneuriale, je dirais, avec également comme axe tous les leviers qui existent aujourd'hui pour permettre une meilleure professionnalisation, je dirais, des services à la personne, dont notamment des axes sur la partie formation. Donc Monsieur Rémy en parlera tout à l'heure. Mais ce qui est bien important de comprendre, c'est que cette fédération, elle est née depuis 2007 exactement, suite un petit peu, suite tout simplement à l'avènement du plan Borloo, donc 2003-2005, où finalement on a pu identifier un nouveau secteur d'activité qui est celui des services à la personne et qui aujourd'hui en Martinique a un impact, je dirais, très fort, notamment par rapport au vieillissement de notre population. Alors 2007, c'était un petit peu après ou juste après cette fameuse canicule qui a vu la disparition d'un certain nombre de personnes âgées, liées aux grosses chaleurs, à la difficulté de supporter ces grosses chaleurs, à la solitude, à l'isolement des personnes âgées. Et on s'est aperçu qu'il existait de toute façon depuis très longtemps un secteur plus ou moins informel d'assistance aux personnes âgées, alors que ça soit par le biais d'aidants familiaux ou de personnes qui s'occupaient de personnes âgées, qui assistaient des personnes âgées à leur domicile, que ça soit dans les gestes de la vie courante ou dans d'autres services que nous aurons l'occasion d'évoquer un petit peu plus tard. Donc la loi Borloo, l'objectif de la loi Borloo, ça a été de structurer un petit peu toutes ces activités. Oui, c'est tout à fait ce que vous dites. En 2003, juste après cette canicule, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait beaucoup de personnes, notamment personnes âgées ou en situation de dépendance,
qui était seule, livrée à elle seule, et effectivement avec un nombre de morts importants, je dirais, suite à cette canicule, notamment en région parisienne. Le plan Borloo donc, est arrivé tout juste après, 2005. L'idée, c'était de permettre finalement l'émergence de ce secteur d'activité qui est aujourd'hui appelé service à la personne, qui a auparavant été appelé service de proximité, donc plutôt un secteur de métier informel où la solidarité s'exerçait par le biais d'aide des aidants naturels, voilà, des petits travails entre guillemets qui faisaient que c'était très difficile en tout cas d'identifier réellement cette population. À la suite, donc, le plan Borloo arrive avec 21 métiers. Les métiers les plus connus sont tout ce qui concerne l'aide à domicile, pour le maintien à domicile et notamment l'aide à la personne âgée et à la personne dépendance. Donc émerge ensuite une structuration reprise par ce qu'on connaît aujourd'hui, l'Agence nationale des services à la personne, la NSP, qui dépend elle-même de la DIEC, donc des directions du travail, un plan Borloo autour du ministère du Travail, qui permet justement de structurer tout ce secteur d'activité. Paradoxe chez nous, enfin paradoxe peut-être pas, mais la réalité, ça nous permet de découvrir cette réalité, notamment par le biais de la compétence du Conseil général, avec les schémas gérontologiques successifs qui montrent que la Martinique sera le deuxième département le plus vieux de France dans les 20 années à venir. Oui, donc nous avons eu effectivement l'occasion d'en parler, d'appuyer sur ce fait de société qui risque et qui va peser lourd, à la fois sur un plan économique et également social. Hein. Tout à fait. Donc ce vieillissement de la population s'accompagne, on a pu le constater, je ne dirais pas forcément d'un délitement des solidarités familiales, mais d'une prise en charge différente de celle qu'on a pu connaître par le passé, parce que les femmes travaillent plus, ont une activité professionnelle à l'extérieur, parce que les générations font que, enfin, les conditions de logement font qu'on n'accueille plus sous le même toit 2 ou 3 générations et que donc il est nécessaire de faire appel à des aides extérieures pour s'occuper des personnes âgées. Alors nous avons eu l'occasion au cours des différentes thématiques que nous avons pu aborder dans Mahogany de faire un reportage sur un service à la personne qui devient incontournable, c'est celui du portage des repas qui permet aux personnes âgées restées à domicile d'avoir au moins un repas dans la journée, un repas constitué de tous les éléments et de tous les aliments nécessaires à une bonne alimentation. Donc nous revoyons ce petit reportage très court et nous revenons après sur le plateau pour en discuter.
Bien, alors le portage de repas qui est une des activités qui rentre dans le domaine du service aux personnes. Alors, plusieurs types de structures peuvent, coexistent dans le domaine. Donc, le service à la personne peut s'exercer de multiples façons. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Donc, les activités, les entreprises de service à la personne peuvent être soit sous forme prestataire, donc les plus courantes aujourd'hui, celles qui vont disposer, qui vont mettre à disposition plutôt du public des services, en étant lui-même, donc cet organisme, lui-même responsable, je dirais, de la finalité du service rendu. Donc ça, ce sont par mode mandataire, par mode prestataire, pardon, tout simplement, pour bien comprendre, si quelqu'un fait appel à une structure pour du portage de repas, donc elle aura une seule personne d'identifier qui sera responsable, je dirais, de la prestation de A à Z, quelle que soit la personne qui va dispenser un peu le service. Ça, alors, les structures, ça peut être une structure associative. Associative, absolument, ou une structure privée. Une société. Donc ça, c'est le mode prestataire. Sinon, vous avez également le mode mandataire, où là, finalement, la structure va réaliser un certain nombre d'activités pour le compte du bénéficiaire. Ça peut être, par exemple, la fiche de paye. Et là, donc, c'est la personne qui elle-même, le bénéficiaire qui va recruter finalement cette personne et être responsable de la personne par rapport aux services qui seront rendus, et elle fera appel effectivement à un mandataire qui, elle, se chargera par exemple des démarches administratives. C'est-à-dire qu'une personne âgée ou handicapée, puisque les services à la personne ne sont pas réservés qu'aux personnes âgées, mais dépendantes également, ou éventuellement valide. Actif aussi. Tout à fait. Donc, cette personne-là va faire appel directement à un prestataire de service, enfin, une personne physique qui viendra effectivement lui rendre le service dont elle a besoin, que ça s'agisse de portage de repas, de ménage, de repassage, ou même de tâches administratives. Donc elle va être, si vous voulez, le recruteur. Voilà, ça va être l'employeur de la personne. Et les tâches, tout ce qui est administratif, tout ce qui est par exemple fiche de paye, congé, etc., va être géré par une structure qui sera la structure mandataire. D'accord. Donc là, c'est le particulier qui devient l'employeur de la personne qui lui rend service. D'une fédération qui s'appelle justement la FEPEN pour les personnels employeurs. D'accord. Donc vous, à la FEDESAP, vos membres, ce sont les prestataires ou les particuliers? Plutôt les prestataires. Quelques mandataires, mais ça c'est plutôt au niveau national, mais sur les Antilles, la Martinique et la Guadeloupe, c'est plutôt des prestataires. Des prestataires. Donc, et vous avez combien de membres? Est-ce que vous avez une évaluation du nombre de structures? Aujourd'hui, une dizaine, donc environ 6 sur la Martinique et 4 sur la Guadeloupe. D'accord, ça ce sont vos membres. On suppose que toutes les structures ne sont pas affiliées à la FEDESAP? Non, exactement, puisque vous avez également d'autres fédérations, des services à la personne, notamment la FESP, qui est plus une émanation du MEDEF. Et puis vous avez également, notamment en Martinique, un syndicat qui s'est constitué, qui représente effectivement un certain nombre de structures. D'accord, très bien. Donc en gros, est-ce que vous avez une idée de l'ensemble des structures? Oui, alors l'ensemble, il est évalué à environ 140 structures, ce qu'on appelle OASP, donc les organismes agréés services à la personne, donc qui ont obtenu des agréments, notamment de la DIECT, Direction du Travail, pour pouvoir exercer soit sur le mode avec l'agrément en qualité ou l'agrément simple. Donc voilà, celles qui sont identifiées véritablement, environ 140. D'accord. Donc alors, est-ce que tout le monde peut créer ce type de structure? Quelles sont les conditions et les critères de création d'une structure de prestataire de service à la personne? Alors, les critères, c'est tout simplement être un entrepreneur, je dirais, qui veut se lancer dans ce secteur d'activité. Maintenant, il y aura un certain nombre de démarches, déjà pour bien comprendre aussi la faisabilité de cette entreprise, mais ça va être réglementé par l'obtention d'agréments comme l'agrément simple, l'agrément qualité en fonction, donc c'est comme
très normé, hein, donc il y a un certain nombre de choses à faire. Et puis ensuite, évidemment, se pose le souci de la pérennité de la structure, la solvabilité de la structure, avec un certain nombre de critères économiques qui existent pour quelle que soit la structure concrète. Donc il ne suffit pas d'avoir l'esprit d'entreprise, encore faut-il... l'esprit d'entreprise, il faut savoir qu'on aura à gérer un certain nombre de... Alors j'insiste aussi, si vous permettez, sur le fait que toutes ces structures qui existent aujourd'hui, de prime abord, ce qui a pu les attirer sur le secteur, c'est une volonté d'aider. C'est une volonté, il faut bien le comprendre, parce que c'est vrai que chez nous en Martinique, on a parfois un peu de mal avec justement la notion d'entreprise, donc la notion commerciale, un peu lucrative, et la vision de nos seniors, de nos personnes âgées, de nos personnes dépendantes. Mais toutes ces structures qui se sont créées ont cet état d'esprit, je dirais, d'aide à la personne. Après, elles sont devenues chefs d'entreprise parce que les choses ont fait que. Mais à la base, je pense que c'est avant tout une volonté de servir, une volonté de faire en sorte d'aider notre population et de faire en sorte que ce maintien à domicile se passe le mieux possible. Donc, on le voit, hein, c'est un véritable gisement d'emploi, oui, hein, qui s'ouvre, hein, et qui va sans doute... il y a des statistiques qui sont très précises, qui ont prévu l'évolution de ces différents métiers liés intrinsèquement à l'évolution et au vieillissement de la population, d'une façon générale de la population mondiale, nationale et a fortiori à la Martinique, vous l'avez rappelé tout à l'heure, d'ici une dizaine, une quinzaine d'années, la Martinique passant de l'état de département encore jeune, d'ici une dizaine d'années se retrouvera au second rang des départements les plus vieux de France. Donc effectivement... Juste derrière la Guadeloupe. Juste derrière absolument. Donc d'où la nécessité de préparer, et à tous ceux qui sont en recherche d'emploi et qui ont cette fibre, parce que ça demande quand même des qualités. Hein. S'occuper d'autrui à partir du moment où on touche à l'humain, il faut quand même déjà à la base avoir un certain nombre de qualités. Je pense que M. Rémy ne me démentira pas. Non, non, c'est exact. Cela suppose beaucoup de qualités relationnelles. Moi-même, j'ajouterai aussi de supervision. Hein, on voit apparaître de plus en plus la nécessité d'être supervisé dans le travail que font ces professionnels de l'aide à domicile, ces professionnels qui entourent les personnes âgées. Et quand on parle de professionnels, et je rebondis par rapport à ce que disait M. Pluton, ça passe depuis les dents naturelles jusqu'aux médecins. Je ne sais pas si vous voyez un peu cette cohorte de personnes travaillant de près ou de loin. Le bénévole, vous-même, le parent, vous êtes aussi un professionnel. On oublie cela très souvent. Hein. Le parent qui accompagne les dents naturelles est un professionnel, à la différence qu'il n'est pas payé, hein, à la différence qu'il se paye lui-même, hein, à la différence qu'il partage cela avec d'autres. Et je crois que dans ce type de travail, on ne peut pas le faire seul. Je crois que ça, c'est une des choses qu'il faut retenir. Tous les métiers de la gérontologie s'exercent en équipe. S'exercent en équipe. Ça, c'est une des choses fondamentales que nous devons retenir en ce moment. L'autre niveau qui me paraît aussi extrêmement important, c'est qu'on a vu apparaître au fil des années des métiers qu'on ne pensait pas. Qu'on ne connaissait pas du tout. Écoutez, aujourd'hui, vous avez un métier qui s'appelle collecteur de mémoire. Quelqu'un qui va vous écrire votre biographie. Chacun a envie de laisser trace, de laisser son histoire, son récit de vie, etc. Ce n'est pas le récit de vie des autres. Donc, les historiens, les candidats ayant une licence et qui sont intéressés par ce métier peuvent effectivement aussi apporter leur contribution. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le nombre de gens qui aimeraient bien, avec mes photos, avec mes 100 photos, faire un ouvrage. Hein, pour transmettre à mes enfants et à mes petits-enfants. Et à ceux qui viennent après. On avait en tête des métiers classiques. On voyait de suite l'infirmier, l'aide-soignante, l'aide médico-psychologique et hop. Mais autour, il y a toute
une série de métiers. Le diététicien. Le diététicien, celui qui a bien préparé le repas. Ce chef cuisinier. On ne parle pas souvent de ces personnes qui sont chefs dans les maisons de retraite et qui ont une place extrêmement importante. Absolument. Manger un bon repas et dire que c'est moi qui l'ai fait, etc., et que les gens sont contents, satisfaits, mais ça me semble un élément extrêmement important. Donc, vous voyez un peu, toute la cohorte de métiers. Depuis, oui, absolument, hein, depuis le plus simple, le moins qualifié, jusqu'au super qualifié, très qualifié, dont nous allons parler avec vous, Monsieur Rémy. Donc, outre des qualités naturelles, est-ce que ce sont des métiers qui, on a parlé, enfin, je viens de parler de qualifications moindres, est-ce que c'est l'une des missions et l'un des objectifs? On a parlé de professionnalisation. On a dit qu'effectivement il fallait des qualités, la volonté d'aider, de venir en aide à autrui. Est-ce qu'il existe des qualifications, y compris pour les métiers qui peuvent nous sembler les plus naturels? Oui, il existe des qualifications. Monsieur Rémy en est tout à fait l'instigateur, je dirais, sur toute la démarche qu'il opère sur la Martinique depuis pas mal d'années. Il y a des qualifications. Et justement, ça serait un tort de penser que parce que ce sont des métiers dits naturels, dits de service, qu'il n'y a pas de professionnalisation, qu'il n'y a pas de qualification possible. C'est aussi une revendication des personnes elles-mêmes, hein, des professionnels eux-mêmes qui demandent à ce qu'on reconnaisse. Tout à fait. Et c'est un levier, si vous voulez, pour justement permettre à ce secteur d'aller vers des notions de qualité, de valorisation de l'individu. Donc aujourd'hui, oui, sous la FEDESAP, effectivement, l'un des axes prioritaires, c'est la professionnalisation des acteurs. Donc c'est de pouvoir travailler de concert avec des organismes de formation capables justement de permettre à ces acteurs qui sont arrivés sur le marché sans savoir, sans imaginer réellement l'ampleur, je dirais, l'éventail des possibilités qu'offrait ce secteur. Donc c'est la possibilité de professionnaliser et de qualifier tout simplement ces acteurs. Donc on connaît effectivement des qualifications classiques, le DEVS ou la DVF, enfin l'auxiliaire de vie sociale, toutes ces qualifications qui existent aujourd'hui, mais qui sont complétées dans le panel notamment de formation que propose l'AMDOR sur d'autres thématiques qui ne sont pas forcément identifiées dans les formations plus génériques, je dirais. Alors, parmi ces métiers des services aux personnes, quels seraient les principaux et éventuellement quels sont ceux qui risquent d'évoluer ou même d'apparaître en fonction des besoins que vous-même avez pu constater sur le terrain? Alors, je regardais un chiffre c'est sur la Guadeloupe, mais vous savez, il y a beaucoup de similitudes. Hein, on est vraiment... Big et Bang, c'est très proche dans les analyses. Et je pense que, en tout cas, pour être pratiqué les deux îles, je dirais que les thématiques sont... Enfin, les constats sont les mêmes. 90% de l'aide qui est apportée, les subventions apportées par le Conseil général sur l'aide à la personne, sur les services à la personne, c'est-à-dire que la subvention qui est prise en compte dans le cadre notamment de ce qu'on appelle l'APA, l'allocation perte d'autonomie, est concentrée 90% sur tout ce qui est aide au ménage, aide à domicile et un tout petit peu de portage de repas. Tout ça pour vous dire qu'on va se concentrer sur les 21 métiers Borloo, 3 métiers phares, 90%. Donc 3 métiers égale 90%. Donc ça veut dire que tous les autres métiers qui sont intégrés dans ce plan Borloo, et on pensait, M. Rémy le rappelait, donc sur tout ce qui peut effectivement être atelier mémoire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, sont des métiers qui ne sont pas vraiment développés. Encore développés et suffisamment développés. Donc la complexité, c'est justement de pouvoir contribuer justement au développement d'autres métiers qui existent et qui sont identifiés, permettre leur qualification, leur professionnalisation, ça on le sait, et permettre aussi qu'il y ait tout simplement des preneurs, des chefs de projet qui puissent aller vers ce secteur, vers ces différentes activités. Nous avions reçu d'ailleurs il y a une quinzaine de jours
2 intervenants en activité physique adaptée qui s'intègrent à la chaîne. Donc après toute la partie, pour employer un anglicisme, care, soins, on passe aujourd'hui à la partie prévention après celle de bien-être. Et effectivement, dans le cadre de la prévention, en amont de la perte, avant la perte d'autonomie, est apparu donc ce nouveau métier d'intervenant en activité physique adaptée qui consiste à tâcher par une activité physique douce, adaptée à l'âge et voire aux pathologies des personnes, à éviter le plus longtemps possible la perte d'autonomie en entretenant les différentes fonctions de motricité et de mobilité des personnes. Donc effectivement, à côté de ce foisonnement d'emplois liés à l'aide à domicile, donc portage de repas, etc., qu'on pourrait éventuellement qualifié de basique, sans aucune connotation péjorative, ça apparaissent tout un tas de métiers bien en amont et bien entendu malheureusement après, en aval. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces métiers de service à la personne pour le moment, en termes de sexe, en termes d'âge, en termes de rémunération? De rémunération, oui. Alors, en termes si on regarde un peu une typologie des salariés dans le secteur des services à la personne, c'est un secteur qui est particulièrement féminisé. On peut le comprendre aussi parce que c'est aussi des métiers d'aide. Donc, je ne dis pas ça pour les messieurs, mais ça veut dire qu'il y a une vision du service, une relation au service qui est à mon avis différente. Il faut dire aussi peut-être que les personnes assistées elles-mêmes ont l'habitude d'avoir des personnes féminines, des femmes autour d'eux. Et après, il y a ce qui attire, ce qui va attirer un individu à aller vers un service, vers un secteur par rapport à un autre. L'âge moyen est plutôt dans 45-50 ans, si on regarde au niveau des intervenantes, donc plutôt des personnes qui ont déjà une expérience, justement, d'où le souci de valorisation et peut-être aussi de développement, d'accentuation de la VAE, de la validation des acquis par l'expérience, parce que ce sont des personnes qui ont de l'expérience, qui ont fait toute leur vie un métier qui n'était pas forcément identifié. Et puis ensuite, sur les aides plutôt une population d'aide à domicile, il faut regarder un petit peu aussi cette typologie par rapport aux emplois qui sont générés. C'est une structure prestataire, on va retrouver de l'aide à domicile, on va retrouver du transport de personnes âgées, personnes dépendantes, des PMR, on va retrouver du portage de repas, on va retrouver aussi du jardinage, du bricolage, un peu les grandes activités qu'on va retrouver. Mais s'agissant, je dirais, de l'assistance, par exemple, informatique, qui fait partie des 21-22 métiers Borloo, on aura très peu de prestations. Est-ce que vous, au sein de votre organisme, vous faites des campagnes de communication ou vous encouragez à aller vers ce type de métier? Pour l'instant, c'est plus des campagnes qui sont relayées au niveau national. C'est vrai que sur la Martinique, on a quelques communications, notamment par le net, par le biais du site de la FEDESAP. Peut-être pas suffisamment. Mais derrière votre question, il y a effectivement le souci un peu de légitimité, d'existence de la fédération, mais aussi comment attirer des porteurs de projets vers des secteurs d'activité, vers des activités proprement parlées, tout en sachant que là, on va être confronté à un souci de solvabilisation. Vous voyez, derrière tous les métiers, toutes les activités, c'est la question principale, c'est comment je pérennise une activité d'assistance informatique, sachant que peu de personnes vont être forcément intéressées. Donc, à quel moment on place la communication, à quel moment on fait le bilan. Vous voyez, il y a encore donc tout cet aspect, effectivement, marketing, organisation. Nous aurons sans doute l'occasion d'en parler, puisque c'est une thématique que nous aborderons
en 2 volets. Donc aujourd'hui, nous abordons la thématique service aux personnes et l'encadrement avec Monsieur Rémy. Et la semaine prochaine, nous avons convié sur le plateau un représentant du Pôle emploi qui viendra effectivement nous dire comment il se prépare à cet afflux de demandes en termes d'assistance aux personnes âgées. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'âge moyen, autour de 40 ans, oui, 45 ans, effectivement, et de la nécessité d'une expérience préalable. Est-ce que l'âge est important? Je pose la question également à M. Rémy. Est-ce que l'âge est important lorsqu'on s'occupe de personnes âgées, valides ou pas? Écoutez, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler dans ce champ, on me disait, mais un jeune comme vous, vous vous occupez de personnes âgées. Comme si, pour s'occuper de personnes âgées, il fallait avoir un âge certain. Moi, je dis que je pense que ce serait bien que très jeune, qu'on s'occupe de personnes âgées. Et les personnes âgées aimeraient bien que ce soit des jeunes qui s'occupent d'elles. Pas nécessairement des vieux ou des âgés, parce que, qui s'occupent d'âgés. Ça ne veut pas dire que des âgés ne pourraient pas s'occuper de... Donc ça, c'est... Alors, c'est vrai qu'à côté de cela, il y a une expérience de la vie, une expérience sociale, une expérience familiale. C'est toujours aussi une histoire personnelle, parce qu'on a eu une grand-mère qu'on a connue, parce qu'on a connu des parents âgés, effectivement, et puis on les a vus évoluer. On a évolué aussi avec eux, ils nous ont raconté des choses, des histoires et autres. Et puis, bon, ben, tout naturellement, on se sent aussi attiré par ce secteur, quoi. Donc, il n'y a pas, pour moi, en résumé, un âge formel. Je dirais que c'est l'histoire de vie professionnelle, l'histoire de vie sociale, qui fait qu'on est attiré par tel ou tel métier. Et puis aussi, c'est aussi la rencontre avec un professionnel. C'est aussi un autre professionnel, un tuteur, qui vous trace un peu la ligne, qui vous fait découvrir un peu ce secteur. Moi, j'ai m'y mettre à penser les grands pontes de la gérontologie française avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer et qui m'ont un peu donné aussi un peu cet élan, est-ce que vous voyez un peu. Et puis moi, je crois aussi en même temps, on a envie aussi de se rendre utile, pour la société. Pour la société, c'est pas comme un boulot de chauffeur ou je n'ai rien contre un boulot de chauffeur, mais je crois qu'on a envie de se rendre utile à l'humain. Et c'est un questionnement permanent à la fois sur l'âge et sur les tranches d'âge de la vie. Parce qu'en fait, la gérontologie, c'est l'étude des tranches d'âge de la vie, c'est pas l'étude des personnes âgées résumées comme cela. Est-ce que vous voyez un peu? Donc je crois que c'est tout cela qui fait qu'on prend goût, on prend un intérêt, on se forme, on découvre le métier, on découvre les métiers. Et savez-vous que, aujourd'hui, il y a un doctorat en gérontologie à l'université de Sherbrooke. Les Canadiens sont très forts dans ce domaine et ils ont un doctorat en gérontologie. Moi, j'ai découvert des gens qui, à mon premier congrès de gérontologie, je me rappelle avec Séraline, on racontait un peu cette histoire, ce monsieur qui me donnait un peu sa carte de visite et qui me disait que je suis gérontologue. Je découvrais un peu le métier, qu'est-ce que c'était ce secteur, est-ce que vous voyez un peu. Donc, je pense que c'est tout cela. Et c'est un métier qui, je dirais, qui s'apprend au quotidien. On découvre chaque jour, différemment, une perspective de la vieillesse autrement et différemment. Et j'ajouterais que c'est aussi, au-delà de l'envie de se rendre utile, l'envie de rendre service, il y a aussi une projection, une capacité de se projeter soi-même. Absolument. Dans l'âge, dans le grand âge, parce que
même jusqu'à un certain âge, on pense qu'on sera éternellement jeune. Ouais. Malheureusement, il arrive un moment où on se dit, ben, ça sera notre tour à plus ou moins longue échéance. Et que donc, c'est aussi des leçons pour chacun d'entre nous, savoir comment on va vieillir, savoir comment on va préparer son entrée dans l'âge et comment surtout on va conserver le plus longtemps possible son autonomie. Alors, monsieur Pluton, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaiterait créer sa structure de prestation de services à la personne? Alors, je parlerai de façon un peu commerçante, hein, parce que c'est sûr que quand on crée une structure de service à la personne, il faut avoir, je dirais, les prérequis, hein, c'est-à-dire l'étude de marché, savoir où je m'implante, quels sont les services que je vais proposer. Oui, c'est peut-être cru de parler de la sorte. Mais il faut savoir qu'il va falloir gérer une activité. Absolument, il faut que la structure soit pérenne, sinon on réfléchit autrement. Donc il y a toujours l'aspect humain, mais pour moi c'est fondamental. C'est-à-dire que si on se lance dans cette activité, c'est pas par opportunisme, mais c'est parce qu'on a envie de faire quelque chose en aide à autrui sur l'humain. Bon, après, ça n'empêche que l'un n'empêche pas l'autre, justement. Il faut que cette structure devienne pérenne, donc il faut pouvoir tout simplement créer toutes les conditions qui vont permettre à sa pérennisation, notamment avoir une bonne étude de marché, avoir fait un bon business plan, savoir comment on va structurer les choses et comment on va réaliser cette activité. Le Conseil général offre une aide, une aide à la création, au montage des sociétés. Alors le département va il y a deux choses. On a vu d'ailleurs sur le reportage, notamment du portage de repas, qui est une activité, toute l'activité sociale, personnes âgées, personnes handicapées, en perte d'autonomie, et de la compétence effectivement du Conseil général. Bon, donc le Conseil général, pour le portage de repas, va intervenir via le CCAS, Centre communal d'action sociale, va motiver en tout cas la création d'un service de portage de repas. C'est ce qui arrive dans plusieurs communes de la Martinique, et donc l'activité peut effectivement exister. À ce niveau-là, donc, le Conseil général va prendre en charge une quote-part du repas. Le CCAS, quand ça se passe bien, va donner une subvention de démarrage, donc d'investissement, de la voiture, les thermobalinettes, etc. Et après, donc, il va falloir que l'activité associative ou d'entreprise puisse développer. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur les allocations, on parlait tout à l'heure de l'APA, donc l'allocation perte d'autonomie, et également ce qu'on appelle la PCH, prestation compensatrice du handicap. Le Conseil général va donc allouer une somme, quote-part, ou entièrement la part de la prestation avec un taux horaire qui, sur la Martinique et la Guadeloupe d'ailleurs, est de 17,59 € par heure. Maintenant, le montage de l'entrepreneur, sa réflexion est de savoir si dans ce coût horaire qui est prodigué et subventionné par le Conseil général, est-ce qu'il peut effectivement payer son salarié, payer sa structure, etc. Donc là, il y a tout un problème de solvabilisation. Est-ce que vous pouvez apporter un soutien aux personnes qui seraient intéressées ? Pas financier en tout cas. Non, mais sur le montage, la faisabilité sur le montage, tout à fait. Projet, on peut effectivement expliquer, réexpliquer un peu les choses et puis aider en tout cas ce parcours du combattant qui se dresse devant tout porteur de projet. Tout porteur de projet, absolument. Nous communiquerons vos coordonnées en fin d'émission afin que les personnes intéressées puissent s'adresser à vous. Donc nous l'avons vu dans le cadre des services à la personne, il existe tout un champ
d'activité, hein, qu'on soit prestataire ou qu'on soit soi-même intervenant, hein, en termes de service à la personne. Donc qu'il s'agisse d'auxiliariat de vie, d'aide à domicile, au ménage ou même aux démarches administratives. Donc nous aurons sans doute l'occasion de revenir de façon plus précise sur les différents métiers liés au service des personnes la semaine prochaine, hein, avec Pôle emploi notamment. Nous tournons maintenant vers Monsieur Rémy, hein, de l'Âme d'Or. Alors Monsieur Rémy, l'Âme d'Or, on a souvent ceux qui connaissent, hein, votre organisme, et je pense qu'on est nombreux à la Martinique. On a souvent peut-être l'idée d'une association qui s'occupe de personnes âgées et qui organise des voyages ou des loisirs à destination des personnes âgées. Et on connaît en revanche beaucoup moins bien cette partie de votre activité qui consiste à former des gens, des professionnels dans le domaine de la gérontologie. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment cette partie de votre activité est née, puisqu'on suppose qu'à la base, l'Âme d'Or, c'était un regroupement, ou en tout cas destiné aux personnes. Oui, nous nous sommes dit qu'il fallait accompagner ces personnes âgées. Et les accompagner, c'est aussi leur apporter des ressources complémentaires. Les ressources étaient des ressources professionnelles. Donc c'est vrai qu'on connaît l'Âme d'Or sous l'angle d'une association, je dirais, faisant peut-être des sorties ou des voyages ou des activités pour les personnes âgées. Nous sommes avant tout un mouvement gérontologique. Et de ce mouvement gérontologique est née pour nous la nécessité d'accompagner la personne âgée et les professionnels qui entourent les personnes âgées. Et c'est ainsi que nous avons été les premiers à la Martinique à mettre en place les premiers diplômes universitaires de gérontologie. Donc vous vous adressez à un public d'un niveau de formation universitaire. Oui, on peut dire ça un peu comme cela. Nous nous sommes penchés dans un premier temps, à former les premiers professionnels et en leur apportant une culture gérontologique, un diplôme universitaire de géronto. Donc ce diplôme s'adressait bien sûr aux aides-soignants, aux infirmiers, aux médecins, parce que nous avons eu des médecins d'Haïti qui sont venus faire leur formation ici, aux bénévoles. Donc des personnes qui œuvraient déjà dans ce champ et qui avaient aussi envie d'apporter une contribution plus professionnelle. Hein. Donc les diplômes de gérontologie existent aujourd'hui. On appelle cela des diplômes de gérontologie sociale, diplômes de gérontologie appliquée, diplômes de gérontologie tout court. Vous pouvez aussi faire ces diplômes soit par le biais du CNED, hein, soit aussi par le biais de la VAE aussi. Donc le CNED, l'enseignement à distance, la VAE par le biais donc, de validation des acquis de l'expérience professionnelle. Et puis, chemin faisant, nous nous sommes dit, mais il ne fallait pas que former des professionnels basiques, on va dire, parce que c'est pour nous le premier diplôme basique universitaire, hein, je parle bien. Nous nous sommes mis aussi à former d'autres professionnels, aussi bien les assistants de service social, les infirmiers, les psychologues, les médecins. Là, nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui à un DU de psychomotricité du vieillissement. Donc, vous voyez que, tous les corps de métier qui s'intéressent à la gérontologie, nous devons les former. De même qu'il y a des psychogérontologues. Il y a un diplôme de psychogérontologie. Hein. Donc la professionnalisation, c'est effectivement à partir de métiers qui existent déjà, à créer, donc de s'intéresser au champ gérontologie. Absolument. De même que les BATEP, l'animation, parce que quand vous regardez, M. Pluton parlait de l'aide à domicile, mais dans le secteur de l'hébergement, c'est un métier qu'on découvrait à peine
il y avait à peine, je dirais, un mi-temps ou un quart-temps d'animation dans une maison de retraite de 80 ou de 100 ou 200 personnes. Je ne sais pas si vous imaginez. Oui, à l'époque, on ne prenait pas en compte cela du tout. À l'époque, on hébergeait les seniors, comme on dit aujourd'hui. On les soignait lorsqu'il y avait besoin. Mais on a tous, enfin à partir d'un certain âge, on a tous l'image de ces institutions où on allait rendre visite à une personne âgée qui était là. Ouais. Oui, qui était là. Qui était là. Ouais. Or, aujourd'hui, effectivement, l'image change grâce à ces métiers d'animation. Exactement, grâce à ces métiers d'animation. Et là, je m'adresse à tous ces étudiants qui font le bac SMS ou les ex-F8. Il y a actuellement un gisement d'activités, d'animation, aussi bien dans l'aide à domicile, dans les clubs, dans les associations de personnes âgées, que dans les institutions d'hébergement. Madame, quand vous allez dans un hôtel, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez le planning des activités, vous regardez le menu, vous regardez un peu, est-ce qu'il y a un maître nageur, est-ce qu'il y a un maître nageur sauveteur, est-ce qu'il y a un orchestre, etc. Ben, moi, j'aimerais bien, quand les gens pénètrent dans une maison de retraite, qu'ils regardent avant tout quel est l'animateur, quel est le repas qu'on va... quelle sortie, qu'est-ce qu'on propose à des retraités, à des seniors? Est-ce que vous voyez? C'est un peu ça. Donc, l'image a changé totalement. L'image qui consistait à prendre soin uniquement des personnes âgées, aujourd'hui, il n'y a pas que cela. Hein? Il n'y a pas que cela. Je me rappelle de la première maison de retraite de Lomas, quand on a mis en place effectivement les cours d'informatique pour les seniors, quand on a offert aux retraités des télévisions avec une parabole où ils pouvaient voir une multitude de chaînes, ça paraissait être une révolution à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde a 10, 15, 20 chaînes à la maison. Est-ce que vous voyez un peu? Le senior qui arrive vous demandera, mais est-ce que vous avez une prise parce que, je veux voir mon fils ou ma fille sur Skype, est-ce que je peux me connecter à Internet? C'est comme ça qu'il nous faut pour envoyer, recevoir des photos de la famille qui est partie. Donc, ce sont tous ces métiers d'animation qui se sont développés au fil des années. Au fil des années, on a vu apparaître, vous avez parlé aussi de ces personnes qui font les activités sportives adaptées aux personnes âgées. Il y a une licence, activité physique adaptée aux personnes âgées. Il y a une formation de psychomotricien pour les personnes travaillant auprès de personnes âgées. Alors, nous avons un appel en ligne, quelqu'un qui souhaite intervenir dans le débat. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous avez une question ou une observation ou un témoignage à nous donner? Je vous écoute. Nous vous écoutons. Comment? Oui, nous vous écoutons. Voilà, c'est niveau sentimental. Ah, je crois que c'est une erreur. Le niveau sentimental, c'est à l'émission d'avant. Donc, pour le moment, nous parlons personnes âgées. Donc, je crois qu'il vous faudra rappeler la semaine prochaine à partir de 9h. D'accord. Désolée. Donc, nous continuons avec monsieur Rémi et les... Oui, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un besoin massif de professionnels dans ce secteur des personnes âgées. De professionnels soignants, de professionnels d'aide à domicile, de professionnels de la relation, on a parlé des animateurs, de professionnels, je dirais aussi, pour les activités physiques, d'ergothérapeutes, on en a besoin de pédicures, de podologues, d'infirmiers spécialisés aussi. Aujourd'hui, vous avez même des diplômes spécialisés pour la maladie d'Alzheimer, vous voyez un peu. Pour les soins palliatifs aussi. Vous avez aussi des personnes qui s'intéressent, les coiffeurs. Regardez un peu. C'est extrêmement intéressant d'arriver dans une maison de retraite et de voir les gens bien coiffés. Bien coiffés, bien apprêtés, absolument. Mais je crois que ça aussi, ça fait tous partie les métiers liés au bien-être effectivement. Des personnes. Alors, pour revenir à vos activités en termes de formation à l'AMDA, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont
les formations que vous organisez en collaboration avec un certain nombre d'universités. Alors, c'est vrai que pour tous ceux les étudiants qui seraient intéressés. Alors, nous avons outre les diplômes universitaires de gérontologie, nous avons aussi des licences que nous avons mis en place et nous avons aussi des masters. Et demain, nous allons lancer un master 2, parcours gérontologique, un master en ligne. C'est dire un peu comment, au fur et à mesure, l'intérêt que portent les professionnels à ce secteur, qui est plus un secteur que l'on met à côté, mais qui est un secteur qui est pleinement intégré. C'est ça que je crois qu'il faut aussi dire. Parce qu'on avait aussi l'image de gens qui allaient travailler en géronto, parce que bon, ils n'avaient pas réussi en pédiatrie, parce qu'ils n'avaient pas réussi en cardio. Donc à la limite, c'était une espèce de punition. On les envoyait là. Aujourd'hui, les gens font le choix. C'était pas le meilleur de la promotion. C'était pas du tout. Donc, exactement. En gériatrie, en gérontologie. Aujourd'hui, les gens font le choix de travailler dans ce secteur et le choix d'être accompagnés, d'être valorisés. Je dirais aussi le choix d'être confortés aussi dans ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez un peu? Nous parlons aussi de tout l'aspect administratif. La majeure partie, aujourd'hui, gérer un établissement, gérer un service d'aide à domicile, comme gérer un établissement d'hébergement pour personnes âgées, cela suppose des compétences. Monsieur Pluton a insisté dessus, sur la nécessité d'avoir un certain nombre de compétences managériales, du secteur dans lequel s'offrent ces services, si c'est un service qui s'adresse aux personnes âgées ou encore un service qui s'adresse aux personnes handicapées, de la gestion, de la supervision, de l'analyse des pratiques professionnelles. Vous voyez un peu, c'est tout un ensemble. Et aussi, je crois aussi, il faut aussi futuriser un peu ces métiers-là. Oui, se projeter. Il faut se projeter en se disant, nous parlons des métiers d'aujourd'hui, mais nous parlons aussi des métiers de demain. Alors, à combien estimez-vous le nombre de professionnels que vous avez formés depuis le début? Alors, depuis les DU, je pense qu'on pourrait dire près de 300 professionnels. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Oui, dans tous les secteurs. C'est une formation directeurs d'établissement, la majeure partie des directeurs d'établissement pour personnes âgées ont eu la chance de faire soit un master, soit un diplôme de directeur d'établissement avec nous, par le biais des partenariats que nous avons tissés avec les universités telles que l'université de Nancy, l'université de Reims, l'université de Strasbourg, l'université Paris 5. Donc vous multipliez les collaborations. On a multiplié des collaborations et des partenariats avec plusieurs universités L'avantage, c'est que c'est une formation qui peut se dérouler, en Martinique. Ouais. Donc les étudiants intéressés restent en Martinique avec sans doute des regroupements au sein de l'université dispensatrice. C'est ça, avec des regroupements d'intervenants des universités avec lesquels nous avons passé convention et aussi avec des professionnels de Martinique ou de Guadeloupe. Alors nous avons une question, nous n'avons plus beaucoup de temps d'émission, donc nous prenons une dernière question. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Vous souhaitez poser une question à Monsieur Rémy, je crois. Oui, bonjour. Donc nous vous écoutons rapidement. Oui, je voudrais savoir, est-ce qu'une personne ayant de l'expérience dans le domaine des personnes âgées, est-ce qu'elle peut faire une formation sur la maladie d'Alzheimer à l'AMDOR? Alors, oui, nous avons... cette personne peut faire une formation à l'AMDOR. C'est vrai que s'agissant de la maladie d'Alzheimer, nous avons mis en place sur les 15-20 dernières années, et nous avons été à l'origine, je crois qu'il faut le dire, et nos étudiants qui nous écoutent, je pense à ceux du Lamentin, ils me l'ont rappelé en me disant, mais vous aviez été les premiers à mettre en place des formations sur la maladie d'Alzheimer à la Martinique. Donc ce sont souvent des stages de formation d'une semaine, de 2 semaines ou de 3 semaines. Aujourd'hui, vous avez aussi des DU spécialisés. Nous n'avons pas encore mis ce DU en place, mais ça fait partie aussi des projets que nous avons, effectivement, quoi. Et je dois dire que nous nous sommes inspirés beaucoup des
des professionnels du Canada qui nous ont apporté beaucoup leur expérience en la matière, quoi. Très bien. Bah, écoutez, madame, nous allons donner les communiqués à l'antenne, hein, les coordonnées de l'âme d'or. Je vous invite à nous suivre la semaine prochaine, donc mardi 20, émission au cours de laquelle nous recevrons également un représentant de l'IFMES qui a mis en place un certain nombre de formations parmi lesquelles vous pourrez éventuellement trouver votre bonheur. Merci de nous avoir posé votre question. Alors, malheureusement, notre émission est arrivée à son terme. Donc, monsieur Rémy, est-ce que vous pouvez nous communiquer les coordonnées de l'âme d'or ou nos téléspectateurs, qu'ils soient étudiants, qu'ils cherchent des renseignements sur les métiers auxquels vous préparez, puissent s'adresser? Alors, l'âme d'or répond au 0596 73 73 83 ou encore au 0596 63 01 09. Nous avons aussi un portable, le 0696 35 12 78. D'accord. Et vous avez également un site internet? Nous avons un site internet où on peut trouver des informations. Et je profite de l'antenne pour aussi m'adresser aux seniors pour leur dire que nous avons très prochainement, le 24 novembre, la journée Bord-de-la-Rivière, en continuité des stages de préparation à la retraite, parce que vous savez que nous faisons un stage de préparation à la retraite chaque mois, et le programme de 2013 est déjà annoncé. De même que nous avons les grandes retrouvailles des seniors qui aura lieu le 1er décembre à la MEP. Très bien, donc toutes ces informations accessibles par le biais du site ou alors en téléphonant à l'âme d'or ou en s'y rendant. Vos locaux sont situés à la résidence Archipel, à la baie des Tourelles. Très bien, monsieur Pluton, merci. Donc si nos téléspectateurs souhaitent vous joindre, ils peuvent le faire à quel numéro? Alors au 06 96 86 72 74. Un site internet www.fedesap.org. On retrouve également un certain nombre d'informations. Et puis, dans le cadre justement de cette FEDESAP, c'est l'accès aussi à toute une veille sectorielle qui est importante, je pense, pour l'organisation et la gestion de ce secteur. Très bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Nous poursuivons notre exploration des différents métiers liés à l'âge et au vieillissement de la population martiniquaise, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, la semaine prochaine, donc mardi 20 novembre à 11h. À très bientôt, merci. Merci.